Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Docker. Vous savez ce qui vous attend et c'est marqué dans le titre, donc notamment vous n'avez pas cliqué au hasard, ou alors vous êtes vraiment très fan. Et nous allons voir ensemble comment gérer nos conteneurs. Donc on va voir pas mal de commandes à la manière dont nous l'avions fait avec les images pour gérer des conteneurs directement depuis un terminal et revenir aussi sur une commande qu'on avait déjà utilisée lors de la première exécution notamment de Welcome to Docker, donc cette image un peu particulière. Et on va revenir plus en détail là-dessus. Avant de commencer, je vais quand même récupérer une image d'Ubuntu qui va nous servir, je pense, pour la suite. Ça, c'est une petite révision aussi. Donc on va récupérer Ubuntu, la version, la dernière, quoi, la plus actuelle. Ça ira très bien, ça va me servir, je pense, pour quelques exemples pour la suite. Bien. J'ai préparé des recettes pour pas oublier ce que je vous explique, parce que je sais ce dont je dois aborder, mais pour pas oublier les différentes commandes. On a donc 8 parties pour cette vidéo, donc il y en a un peu plus que pour les images, mais au moins, voici tout ce que vous allez pouvoir voir en détail. Première chose déjà, c'est la création d'un conteneur. Alors, je devrais peut-être effectivement le rappeler, mais vous vous souvenez d'un conteneur, c'est une instance d'exécution d'une image. Dès lors que nous exécutons une image, cela se met dans un conteneur et ça utilise des fonctionnalités du noyau Linux, savoir les espaces de nom et les contrôles de groupe, pour gérer ça de manière isolée. Et je rappelle que c'est aussi pour ça que ça ne peut pas tourner, en tout cas tel quel, nativement sur Windows par exemple ou macOS, puisque ça utilise vraiment les fonctionnalités du noyau Linux. Voyons pour la création d'un conteneur. Comment ça se passe? Sachant que quand on avait fait le test sur la première exécution avec Welcome to Docker, on n'a jamais créé de conteneur manuellement, on a utilisé la commande run et elle s'est chargée d'aller nous récupérer l'image. Donc en fait, elle a fait plein de choses. Elle a téléchargé l'image puisque nous ne l'avions pas localement. Ensuite, elle a créé un conteneur et elle a démarré ce dernier. Après, elle l'a stoppé puisque l'exécution était terminée éventuellement, ou alors elle l'avait laissé en tâche de fond parce qu'on avait besoin de le garder dans le terminal et aussi d'avoir le numéro de port pour que ce soit accessible depuis un navigateur. Donc il s'est passé beaucoup de choses finalement avec une seule commande. Mais là, on va voir qu'en réalité, on peut gérer ça de manière déjà séparée, puisqu'il existe beaucoup de commandes au niveau de Docker pour gérer tout ça. À commencer par la création d'un conteneur. J'ai fait un nettoyage aussi avant. On a téléchargé ici une version, donc une image d'Ubuntu. Ok, donc c'est tout ce que nous avons, et on va voir un peu ce qu'on peut faire à partir de ça. Justement, nous allons créer un conteneur avec la commande docker create. À nouveau, rappelez-vous, l'option help existe toujours pour ça aussi, si vous voulez afficher les différentes options. Un petit rappel, c'est une option qui existe pour l'ensemble des commandes qui vous permet d'afficher la partie du manuel qui concerne cette commande précisément. Donc docker create, ici je vais mettre, parce que je veux avoir en fait à la fois l'entrée clavier, s'il y a besoin de saisir quelque chose, et un terminal intégré. Donc on a petit i et petit t, et je vais indiquer ensuite le nom de mon conteneur. Moi je vais l'appeler test. J'ai très recherché comme nom. Et à partir de quelle image? L'image qui s'appelle Ubuntu. Voilà, je fais juste ça. Ça nous crée un conteneur qui normalement est disponible ici. Vous voyez, il n'y a pas eu d'exécution. Rien n'est exécuté, ça n'a pas fait les choses automatiquement. On lui a juste dit de créer le conteneur à partir d'une image. C'est effectivement ce qu'il a fait. Donc très bien. Avec son identifiant ici. Tout est fait à partir de là. Première étape, terminée. On a ici un ensemble de commandes qu'on va voir pour à la fois démarrer, mettre en pause ou reprendre lorsqu'il a été mis en pause ou stopper un conteneur, donc son exécution précisément. On a quelques commandes très simples pour faire tout ça. Première commande, pour le démarrer, docker start. Si j'ai besoin d'un élément d'entrée, je peux mettre ça, par exemple, et je vais noter simplement test. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai accès à l'entrée clavier, donc je peux saisir des commandes, je suis sur mon système Ubuntu. Hop, voilà, j'exécute des commandes, c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs précédemment, quand on avait fabriqué une image rapide, si vous vous souvenez en première partie, on avait installé une Ubuntu, enfin on l'avait même directement lancé avec Run, on n'avait même pas utilisé Create comme je l'ai fait là, mais vous voyez un petit peu comment ça marche. Ok, donc ça, c'est en route tel quel. On va voir un peu ce qu'on peut faire. On peut mettre en pause celle-ci. Je peux faire docker pause, le conteneur en question c'est test, et je fais ceci, et il est en pause. Là, si j'essaie de taper quelque chose, vous voyez, c'est bloqué. Donc là, j'ai mis en pause l'exécution. Bon, je pense qu'on va le voir ici au niveau du graphique. Voilà, graphiquement, donc on va pas forcément que c'est en pause, on pourrait même penser que c'est stoppé, mais en fait, il est en pause, donc il n'utilise rien du tout, et il attend éventuellement d'être remis en route, en tout cas de reprendre tel quel. L'inverse de mettre en pause, donc reprendre simplement, c'est unpause, donc comme ceci, et c'est reparti. Donc là à nouveau, il a repris bien sûr, il avait mis dans un tampon tout ce que j'avais tapé, test, et là il a repris tel quel. Je peux taper à nouveau des commandes, parfait, ça fonctionne très bien de ce côté. Et enfin, bien sûr, on peut stopper éventuellement l'exécution du conteneur. Donc stop,
Alors ça, c'est si on veut. Ça peut être utile éventuellement un certain nombre de secondes avant de le stopper. Mettons, vous voulez lancer un conteneur et vous dire voilà, je laisse passer 20 secondes avant de l'arrêter, on peut faire ça, on peut utiliser tirer-t. Sinon, bah, si on veut l'arrêter tout de suite, on met ceci, le nom, question, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, j'exécute sur, je tape ça sur Linux évidemment, presque pas. Docker stop, test, plutôt ici. Et normalement, il va s'arrêter. Une fois que ça va être bon. Moi, j'avais rien en route, hein, je crois. Oui. Il n'y avait rien en route. Alors s'il faut, voilà, ce que je veux dire, des fois il faut forcer, on peut utiliser l'option force, si jamais. Mais sinon c'est bon, ce qu'il fallait le temps qu'il quitte en fait proprement. Et voilà, le conteneur est arrêté. Normalement ça nous indique que l'image, voilà, non pas ici, mais qu'il a été utilisé il n'y a pas longtemps. Donc il a été démarré il y a 2 minutes. Donc comme ça on peut gérer tout ça. Donc c'est très simple. Donc ça, si vous vous souvenez, on avait fait nos tutos de commande pour gérer ça. En plus de gérer à la fois le démarrage, etc., on avait même géré la récupération éventuelle de l'image. Donc on avait tout fait finalement en une fois, sans devoir s'embêter de gérer tout ce qu'on voulait. Et la commande qu'on avait vue, c'est la commande Docker Run, qui en fait fait plus que exécuter, parce que vous avez vu qu'elle peut éventuellement récupérer une image téléchargée sur le hub, etc., etc. Donc on avait fait quelque chose comme ça éventuellement, pour avoir le terminal intégré, l'entrée clavier, pour que ce soit exécuté en arrière-plan, et ensuite le nom de l'image, et pourquoi pas, bon, autre chose, etc. Là, si je mets autre chose, si je mets ça, Arch Linux, il voit qu'il n'y en a pas, il va aller télécharger l'image, il va créer un conteneur avec un nom aléatoire, donc c'est pas un nom que j'aurais choisi, et il va ensuite comme ça pouvoir éventuellement, alors là bon j'ai pas lancé ce qu'il fallait, ce qu'il a, enfin si, mais je l'ai lancé en, voilà, en arrière-plan, mais sinon nous y sommes, voilà, nous y sommes, c'est ça que c'est pas très français, nous y sommes, on est sur Arch Linux, tout simplement, donc pratique aussi. Hop, on peut voir, hein, effectivement en route, on a créé ça, il a bien téléchargé l'image de l'Arch Linux, donc on a bien ce dernier qui est lancé. Comme ça on peut vérifier ça. D'ailleurs, si je fais docker ps, là je vais voir ceux qui sont actifs, je rappelle, hein, sinon il faudrait éventuellement tout afficher comme ça. Et après, voilà, docker stop, il m'a mis un nom, alors c'est sinon le ID, hop. Peut-être un petit moment aussi, le temps que ça quitte proprement, pour qu'il enlève tout ce qu'il faut. Et fermer comme ça, stopper le conteneur. Et vous voyez, hop, il s'est arrêté sans problème, donc c'est tout bon. Voilà, comme ça vous voyez un peu comment gérer toute cette partie, sachant que ça nous permet de revoir la commande run qu'on avait vue, et revoir un peu celle-ci pour afficher notamment les conteneurs, par défaut comme je dis actifs, hein, ça affiche les conteneurs actifs si vous mettez que ça, et si vous utilisez ça ou ça, généralement vous avez une petite lettre ou alors la commande complète, enfin l'option complète, pour afficher vraiment la totalité des conteneurs que vous avez. On a vu tout ça, renommer un conteneur ça peut être pratique, voilà, si on veut changer le nom du conteneur aussi, notamment bon là on a un nom qui a été pris aléatoirement, bon c'est pas forcément le plus pratique, donc c'est vrai que si je peux faire ça ici et que je fais docker rename, que je prends ce nom et que je l'appelle Ubuntu test comme ceci, voilà, c'est quand même mieux d'avoir un nom un peu plus explicite que celui qui a été mis aléatoirement. Et vous voyez que c'est vraiment instantané, hein, ça change tout seul. Même au niveau graphique, c'est géré ici. On voit la modification tout de suite. Donc c'est quand même bien pratique d'avoir ça. Comme ça, vous pouvez renommer des conteneurs, pas de problème. Nous pouvons copier, c'est mieux, des fichiers depuis le système hôte vers le conteneur ou inversement. On peut très bien faire ça. Donc par exemple ici j'ai Ubuntu qui est démarré, on va peut-être le faire. Je suis sur le bon là au moins. Non, je voulais relancer en fait directement, qu'on reprenne, parce que là on a changé le nom. Ah oui, j'ai changé le nom, non? Je l'ai toujours test, oui, je l'ai toujours. Ok, je vais pas refaire ça. Bon, là, je suis en train de créer plein de trucs, mais c'est pas grave, j'enlèverai tout de toute façon après. C'est l'avantage, hein, c'est que derrière, supprimer les conteneurs et les images, ça va très vite. Bref, on a mon système qui est ici, je veux copier de l'un à l'autre. Ok, donc par exemple là, je suis dans ce répertoire ici, répertoire là. Je vais faire, je vais directement aller ici, même par la suite, parce que l'autre il est exécuté là. On peut faire ça comme ça. Je vais aller copier. Donc je fais un docker. Donc la commande cp pour copie. Je spécifie ce que là je veux copier du conteneur. Il faut peut-être que je crée quelque chose d'ailleurs avant. Du conteneur ici.
On va aller dans /home. Il y a quoi ici? Il y a forcément, ouais, répertoire Ubuntu. Ok. Ici, je vais faire un fichier comme ceci. Nano, je crois qu'il n'est pas installé. Bon, bref. Ouais, Nano, je pense qu'il l'est pas. Non, il n'est pas installé. Je vais un peu, c'est pas très long, hein. Je vais faire ça rapidement. Histoire qu'on ait quand même quelque chose dans le fichier. Sinon, c'est bof. Ok. Voilà. Ok. On est sur notre système. Je vais sur terminal à part. Je suis ici, donc CP. Je précise le nom de mon conteneur. Donc, à partir de test et le chemin. Donc, ça va être home/ubuntu/script.py. Et ensuite, eh bien, l'endroit où je me trouve, donc par exemple ici, le copier dans le répertoire courant, donc mon répertoire Docker ici. Je fais ça. Not find, alors comment ça, il le trouve pas? Si. Voyons. C'est test, pas script. Il a raison, il n'a pas trouvé. Je mets des bêtises. Voilà. Donc vous voyez, il indique bien qu'il l'a copié. Hop, mon fichier a bien été ici, et c'est bien lui, avec le code que j'avais écrit. Inversement, bon, on va changer le nom. On va mettre réponse. Même dans le conteneur, il va mettre des noms bizarres comme il y a des espaces. Il va me garder les guillemets. Voilà, réponse. Et là, dans l'autre sens, donc c'est très simple, hein, dans l'autre sens, bah, c'est le fichier que j'ai. Donc par exemple, c'est réponse. Je me le prends en compte, ouais, c'est bon. Et ensuite, test/home/ubuntu. Et voilà, je retourne sur mon système. Donc désolé, hein, je passe d'un terminal à l'autre, mais vous avez compris. Le fichier est bien là. Je l'affiche et c'est bien ça. Donc on a copié des fichiers de l'un à l'autre. Bon, pratique. J'aurais besoin de copier ça ou un répertoire. On aurait pu copier un répertoire aussi, un ensemble. Mais là, bon, on copie des éléments directement de l'un à l'autre. Ceci est fait, on l'a vu en détail. Maintenant, voyons comment exécuter des commandes. Vous voulez exécuter des commandes dans un conteneur. Alors, le conteneur n'est pas forcément d'ailleurs mis en route. Hein, si on peut très bien l'avoir laissé. Je fais ça, paf. Voilà. Mon conteneur est quitté. Ça, je vais l'enlever. On va revenir sur ce terminal-là. Je vais exécuter une commande d'exécution. Donc je vais faire docker exec, préciser, alors là il me faut éventuellement un terminal intégré et l'entrée, préciser dans quel conteneur, quelle commande exécuter. Par exemple, on peut très bien faire cette commande-là. Et là, évidemment, il n'est pas en route. Donc on va le relancer. Hop, je vais le faire ici. Et voilà. Et vous voyez qu'il a repris, en fait, il a exécuté cette commande dedans, il nous a renvoyé la réponse. Donc si on veut être sûr que c'est la même chose, là qu'on n'a pas inventé, c'est bien ça. Ça correspond, c'est exactement à l'identique. De même, j'aurais pu faire n'importe quoi d'autre. Elle, pareil, même chose. On retrouve la même commande, donc ça fonctionne aussi tel quel. Bon, je vais un peu vite parce que c'est simple, c'est à chaque fois une commande à chaque fois pour tout. On voit un peu comment ça peut marcher. Là, on entre sur un cas plus spécifique pour du débogage ou autre, si on va afficher des statistiques, des informations. Donc pareil, c'est mieux, hein, si vous voulez aller plus dans le détail, ce que je rappelle, c'est une mini-série. Le but, c'est pas non plus d'entrer énormément précisément dans tout ce qu'on peut faire, parce que il faudrait beaucoup plus de choses, et le but, c'est pas faire trop non plus de vidéos et pas trop longues sur l'outil. Mais si vous voulez avoir quand même quelques informations, vous avez quelques commandes bien pratiques pour ça aussi. Donc le plus simple, c'est de faire ça. Mettez Docker Stats et vous avez comme ça différents éléments sur ce qui est en route. Donc on a des informations sur l'identifiant du conteneur, éventuellement ce qu'il utilise comme mémoire avec la limite qui est fixée, l'utilisation CPU, etc. Au niveau du débit internet, pareil, ce qui peut être utilisé comme bande passante. Bref, on a pas mal d'informations sur ça. On peut aussi vérifier parce que vous voyez que ça tourne toujours en temps réel, hein, c'est ça que je suis pas obligé de le faire tourner tout le temps. Si je peux faire ça, no stream, qui m'envoie juste un résultat, mais sans que ça tourne en temps réel, voilà. Il me balance juste un résultat pour voir un peu. On peut le faire surtout aussi, s'il y a plusieurs éléments éventuels. Comme ça, il vous affiche tous les conteneurs. Donc ça, c'est pratique, si vous avez besoin de voir. S'il y a quelque chose qui consomme beaucoup, bref, posez des questions, vous ne savez pas trop où ça vient. Vous avez des petites commandes pour vérifier ça. Donc c'est bien quand même d'avoir ces informations pour voir d'où ça peut venir, d'avoir tout ça. Ce qui peut servir aussi, c'est d'inspecter plus précisément. Là, il va y avoir beaucoup d'infos, mais si on veut vérifier, voilà, un élément, on a plein d'infos. Je
vous laisserai voir si ça vous intéresse sur les versions, et cetera, les adresses, bref. Donc, vous pouvez voir un petit peu tout ce qu'il y a pour retrouver, justement ce qui est propre à, un conteneur. Donc ça, pareil, pour du débogage, si vous avez besoin de vérifier des choses, c'est sûrement le genre de commande qui vous servira pour vérifier tout ça en détail. Et ensuite, concernant la création, ce qui a permis la création de l'image, on peut avoir un historique aussi avec la commande docker history. Voilà, et on retrouve éventuellement pas mal d'éléments. Alors, oui, bon. C'est sur l'image d'ailleurs, je dis des bêtises, c'est pas sur ça. N'importe quoi, c'est l'historique de l'image, hein, pas du conteneur. Voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce qu'il y a pu avoir éventuellement. Donc ça pareil, hein, si c'est utile, bon bah il faut que comment dire, que ça vous serve, mais généralement, bon, si vous savez ce que vous cherchez, ce que vous voulez débloquer, ça peut être intéressant de savoir un peu tout ce qu'il y a eu. Donc vous voyez, on retrouve un petit peu les fameuses directives comme on a pu le voir, de tout ce qu'il y a eu, donc ça peut être bien d'avoir un historique pour suivre un peu tout ça en détail. Mais pareil, on peut aller plus loin, on peut précisément sélectionner des colonnes, on peut bien sûr, comme on est dans un terminal, hein, si vous savez servir de votre terminal, vous pouvez renvoyer ça en sortie dans un fichier, vous pouvez ensuite sélectionner les colonnes que vous voulez, bref, on peut formater ça, on peut faire du formatage, préciser les différentes colonnes qu'on veut sélectionner, pas forcément toutes les avoir. Bon, usage classique, hein, de ce qu'on peut faire dans un terminal, donc on n'est pas sur un cours de façon GNU Linux ou Windows ou macOS. Vous savez, vous êtes censé savoir où servir votre système. C'est un des prérequis que je vous avais dit dans ce début de playlist. Donc, vous saurez chercher si vous avez besoin de chercher par rapport à ça. Voilà concernant ça. Oui, alors oui, c'était pour les stats, etc. d'utilisation des ressources d'un conteneur. Autre partie qui peut servir pour ça, c'est tout ce qui est journalisation. Si on veut récupérer notamment les journaux d'un conteneur, cette fois, pas d'une image, on peut avoir aussi quelques informations. On peut les afficher telles quelles. Donc si on ne les veut pas en temps réel, on peut noter ça tel quel et après avoir différents éléments sur une partie qu'on a. Donc là on voit les commandes qu'on a pu exécuter, tout ça. Donc ça peut être pas mal. Si on veut vérifier tout le temps, donc suivre tout le temps la journalisation, on met un petit "-f". Comme ça on peut suivre tout le temps. Et tant que vous ne faites pas CTRL-C pour quitter, vous avez éventuellement d'autres logs. Donc ça à ouvrir, bien sûr, à faire dans un autre terminal, comme vous voyez dans un autre onglet, pour suivre en même temps que vous fassiez autre chose. Comme ça, si je viens faire une aim, il va pouvoir indiquer dans les logs que tiens, il y a cette commande qui a été tapée. Donc pour faire de la surveillance et tout, c'est pas mal pour journaliser un peu tout ça. Ça peut être pratique. Et ensuite, j'ai plus qu'à quitter CTRL-C si je veux arrêter de récupérer la journalisation en temps réel. On peut vérifier depuis plusieurs choses aussi. Si par exemple vous voulez vérifier depuis ou à partir, on a ces options-là, until, etc. Et vous pouvez mettre plusieurs arguments. Vous pouvez très bien mettre un nombre de secondes. Par exemple, en secondes, on peut mettre en minutes avec un petit M. Et on peut mettre une date, pareil, précise. Mettons, mettez ça, et puis vous mettez, alors ça c'est pour la date, ensuite pour le temps, vous mettez depuis 13h45, 26, là, pour le Z, pour la zone, et vous avez ça qui peut être récupéré aussi. Donc vous avez possibilité, soit une date bien précise, avec un eurodatage bien précis, qui est à l'heure aussi, soit d'une valeur non relative, c'est-à-dire depuis 5 minutes jusqu'à il y a 2 minutes, etc. On peut gérer les logs de toute cette manière-là. Donc vous avez pas mal d'options. Et encore une fois, si vous n'êtes pas sûr, à nouveau, vous faites ça. Et sans aller sur Internet, vous avez tout qui est ici. Donc on retrouve, vous voyez, hop, le raccourci, l'option au nom complet, et ainsi de suite, since, until, qu'on retrouve là avec des exemples. Donc vraiment, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez toute l'aide qu'il vous faut si besoin par rapport à ça. Enfin, pour terminer avec cette gestion de conteneurs, la suppression. Puisque là, on voit que j'ai pas mal de conteneurs et ça tombe bien, je les supprimerai avant de supprimer les images. Donc ces derniers, on va pouvoir les enlever. Donc si je veux enlever notamment Ubuntu Test, là, eh bien j'aurai juste à faire Docker, cette fois-ci par RMI, puisque ça c'est pour les images, mais juste RM. Et ensuite, voilà, je supprime le conteneur. Vous voyez qu'il a bien été enlevé de la liste. Ici, je peux faire la même chose pour test. Alors peut-être qu'il y a des choses qui sont en route, oui. Effectivement, pas de problème. Voilà, tout est pardonné et c'est fait. Et on peut faire ça comme ça, sans problème pour la suite. Si vous voulez supprimer, admettons, parce que là il y en a beaucoup, tous les conteneurs qui ne sont pas actifs, d'accord, d'un coup, parce qu'on ne veut pas forcément s'amuser à les faire un par un. Bon, Docker, container, prune. Et là, vous pouvez tout enlever, hop, fini. Plus de container, c'est super, enfin plus de conteneurs, pardon. Et comme ça, c'est nettoyé, on a fait un peu d'espace et après on n'aura plus qu'à virer les images. Pareil, avec une commande, au niveau Linux ou PowerShell, vous pouvez faire en sorte d'exécuter la commande suppression pour chaque image qui existe dans la liste. Donc je vous laisserai faire ça, ça vous fera réviser votre langage du terminal que vous utilisez. Ce sera toujours bon aussi. Et je pense que c'est bien. On a fait le tour par rapport à ça. Alors pareil, toujours, il y a une option force, si jamais vous voyez que ça passe pas. Quand on fait des suppressions, des fois ça
peut y avoir des permissions ou autres, ou alors des utilisations. Comme là, il y avait, vous avez vu, le conteneur était en cours d'exécution. Donc si j'avais voulu forcer sa suppression, même s'il était en cours d'exécution, j'utilisais cette option et ce serait passé. Donc il y a différentes possibilités comme ça. Et ça devrait être bon. Ce que je peux faire pour terminer, parce que c'est vrai que je peux le donner le détail, c'est que la commande qu'on avait faite avec Docker, avec welcome to Docker, hein, quand on avait fait ça, voilà, ceci qu'on avait utilisé, lui, voilà, c'est ça. Et vous voyez, cette commande, celle qu'on avait utilisée, peut-être pas exactement ça, je crois qu'on avait juste pris cette partie, on n'avait pas mis de nom, en gros, parce qu'on peut préciser bien sûr le nom, hein, du conteneur qu'on veut exécuter. Et ça, donc je rappelle, donc ça c'est pour utilisation en arrière-plan, exécution en arrière-plan. Et ça, je l'indique précisément, c'est ça que c'est pas très grand, hein, mais vous voyez, "-p" comme ceci, encore une fois. Si je schématise, ça donne ça comme ça. Ça veut simplement dire qu'on fait une redirection du port hôte, ici, avant les deux points, vers le port du conteneur. Donc quand on notait comme ceci, c'est pour dire que le port 8080, donc 8080 du système hôte, était redirigé vers le port 80 du conteneur. Parce que, à un moment donné, dans l'image qu'il y avait ici pour le conteneur, qui était exécuté, on avait sûrement, à un moment donné, une directive comme ceci qui était faite pour pouvoir exposer le port 80 ensuite au niveau de l'hôte, pour permettre la redirection. Donc voilà, ça c'est petit, pareil, pour savoir un peu comment ça marche. Vous me demandiez ce que je voulais pas forcément détailler quand on l'avait vu dans l'épisode 2, puisque c'était pas le but, hein, ça on n'en était pas encore là. Mais maintenant vous savez un peu ce qu'il en est. Et ensuite, voyez, hop, on peut directement faire 80-80. Et en fait, quand on fait ça, ça redirige vers le port 80 en réalité du conteneur. Donc c'est de la redirection de port, tout simplement. C'est tout pour cette vidéo, je pense que ce sera bien assez, bien pris le temps de faire le tour. Je suis allé forcément un peu plus vite pour certaines commandes parce qu'on a enchaîné beaucoup. Vous avez compris un peu le principe, hein, après. Mais maintenant, vous savez, à ce stade de la playlist, vous savez gérer vos images, vous savez même en créer, vous savez gérer vos conteneurs. Donc on va pouvoir aller un peu plus loin, notamment parler des volumes, parce que c'est bien de voir un peu comment cela fonctionne. Puisque jusqu'à présent, si on travaille avec des exécutions de nos images dans des conteneurs, les données ne sont pas conservées. On n'a pas de persistance de données. Et je l'avais dit dans un autre épisode, dans certains cas, c'est quand même bien utile d'avoir ça. Si on fait un site web, une application web ou autre, ou une application tout court avec des données, on veut pouvoir garder ça. Et il faudra donc mettre en place des volumes pour permettre la persistance et la conservation de ces différentes données. Donc c'est des choses qu'on va voir pour la suite, avant de passer à plein d'outils, notamment pour permettre la communication entre conteneurs. On va voir également éventuellement comment publier une image qu'on aurait fabriquée sur un registre, soit un registre public comme Docker Hub, soit un registre privé. Bref, différentes petites choses qui vont permettre de terminer un petit peu et de compléter cette mini-série finalement qu'on a vue sur Docker. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et dans tous les cas, moi je vous retrouve pour la suite dans un prochain épisode. A bientôt.